Bonsoir à vous tous et bienvenue sur le plateau des Racines et des Ailes. Ces applaudissements sont pour Laure Pequeño qui vient de nous faire vibrer en remportant cette médaille d'argent. Merci à Laure et merci à France 3 d'avoir joué le jeu de l'événement sportif ce soir sur notre chaîne. Alors ce soir, eh bien, dans Des Racines et des Ailes, je vous propose une émission construite autour de 3 enquêtes. L'une est consacrée à une ville qui, en décembre dernier, a eu le privilège d'être classée patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est la ville d'Essaouira, au Maroc. Je vous proposerai également une grande enquête sur le parrainage d'enfants en France. Et puis nous partirons au Salvador, 10 ans après la fin de la guerre civile. Tout de suite, donc en images, le sommaire de ce 80e numéro des Racines et des Ailes. Merci d'être au rendez-vous. Touria a 14 ans. Depuis 7 ans, elle passe un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires chez Annie et Jean-Pierre, ses parrains. Fanny et Antoine, eux, vivent depuis plusieurs années en institution. Le parrainage leur permet de découvrir un monde différent, de retrouver une vie de famille. Le parrainage permet aussi à des familles monoparentales de souffler. C'est le cas de Jonathan et de sa maman. Je vous emmènerai au Salvador. Magali est née pendant la guerre civile. Considérée comme orpheline de guerre, elle a été adoptée en Belgique à l'âge d'1 an. 17 ans après, une association apprend à Magali que son père est vivant. Elle nous raconte leurs retrouvailles. Des Racines et des Ailes a enquêté sur toutes ces familles qui, 10 ans après la fin de la guerre, cherchent encore leur enfant disparu. Enfin, nous partirons à Essaouira, au Maroc. Construite au XVIIIe siècle par un Français, élève de Vauban, cette ville ressemble à Saint-Malo, longtemps surnommée Port de Tombouctou. Cette cité a une histoire, un passé extrêmement riche, que ses habitants tentent aujourd'hui de préserver à tout prix. Voilà pour le sommaire donc de ce 80e numéro des Racines et des Ailes. Première enquête ce soir, elle concerne un mode d'entraide qui se développe en France et qui pourrait concerner de plus en plus de monde dans les années à venir. Il s'agit du parrainage d'enfants. Pour comprendre comment fonctionne le parrainage, ce qu'il peut apporter aux enfants, aux parents mais aussi aux parrains, nous avons suivi 2 associations, le Centre français de vous la faire découvrir. Elle témoigne, vous allez le voir, d'une histoire d'un passé extrêmement riche et ses habitants ont décidé de tout faire pour la préserver. Voici Essaouira, l'ensorceleuse. C'est un reportage signé Isabelle Thomas et Guy Sabin. Depuis 230 ans, Essaouira présente toujours le même visage aux voyageurs du désert. L'ancienne Mogador est née de l'ambition du sultan de l'époque, offrir à son royaume une porte sur l'Atlantique. Un port pour Marrakech, la capitale d'alors, à 200 km dans les terres, et au-delà, pour tout le sud saharien. C'est ce qui lui valut le nom de port de Tombouctou. Désormais, le patrimoine fait partie du programme scolaire. Abdelaziz El Mouattez guide aujourd'hui ses élèves de collège dans la Médina. Ce conseiller municipal a beaucoup bataillé pour le classement de sa ville. Il aime en raconter l'histoire. On est à la Scala de la Médina. Hein? Donc c'est une fortification qui sert à la défense de la ville. Hein? C'est pour cela que vous allez trouver, vous voyez par ici, pour voir toute une série de canons, hein, et qui sont orientés vers la mer pour riposter contre tout ennemi qui vient par la mer. Hein. Dites-moi, ça ressemble un petit peu aux villes fortifiées d'Europe, oui, c'est normal? Oui, ça ressemble beaucoup aux villes fortifiées d'Europe et ça ressemble autour de Belém, au Portugal, à Lisbonne, qui est également placé comme site de patrimoine mondial. Donc ce que fait la richesse d'Essaouira, c'est qu'il y a ce mélange, cette osmose entre l'architecture arabo-musulmane et l'architecture européenne. Un mélange voulu par le sultan lui-même. Il réunit dans sa ville différentes tribus de son royaume, puis il concentre les consulats entre ses murs. Ceux-ci y installent leur comptoir en même temps que leur culture. Brésil, France,
Portugal, tous ont été représentés, comme en témoignent ces plaques. Étape devant le consulat du Danemark, premier pays à avoir répondu à l'invite du souverain marocain. Il y avait des ambassades, des consulats, et Essaouira était comme une capitale alors? Oui, la Essaouira, c'était la capitale commerciale de Maroc à l'époque. C'est comme jouer le rôle que jouait Casablanca actuellement pour le Maroc, parce que une grande partie du commerce national avec l'extérieur, il transite par la ville d'Essaouira. C'était un état de fait ou c'était une volonté délibérée d'en faire le port d'échange international? Non, c'était une volonté royale de faire une ville. Et il y a une conception également européenne pour faire les plans, etc. Car les plans de la Médina, c'est un Français qui les a dessinés. Théodore Cornu, élève de Vauban et prisonnier du sultan. Des rues larges et droites, des carrefours à angle droit, la Médina d'Essaouira ne ressemble à aucune autre. De part et d'autre de ces véritables artères, chaque quartier a gardé le nom des tribus qui s'y sont installées les premières. La ville est ainsi une mosaïque de peuples et de religions. On est en face de la synagogue. La synagogue qui s'appelle Simon Athias. Simon Athias, il a été un commerçant de la ville, un commerçant juif. Comme il y avait une très grande communauté juive à Essaouira, il y avait plusieurs synagogues. Et celle-là, c'est l'une des grandes synagogues de la Médina. Il y avait donc plusieurs religions qui cohabitaient à Essaouira même? Oui. Essaouira, c'est un symbole justement de coexistence pacifique entre ces groupes religieux, comme les musulmans, les juifs et les chrétiens. Vous pensez que c'est ça aussi que le classement patrimoine mondial récompense? Parmi l'un des critères de classement d'Essaouira, parce que c'est un témoignage dans un temps historique de coexistence pacifique entre ces groupes religieux qui habitaient la ville d'Essaouira. Donc c'est un bon exemple de tolérance et comment il y a plusieurs groupes religieux qui peuvent vivre et contribuer à la prospérité de leur ville. Le lieu est à l'abandon. Il ne reste d'ailleurs aujourd'hui qu'une seule synagogue en activité sur la vingtaine qu'a compté la Médina. Aucune église n'y est plus ouverte, mais l'exemple demeure. Depuis qu'elle s'est portée candidate au patrimoine mondial, la ville a multiplié les chantiers de restauration. 3 mois après sa consécration, les travaux continuent. Maintenant, on pourrait abandonner ces travaux? Non, au contraire, c'est une responsabilité devant la communauté mondiale. Il fallait maintenant redoubler d'efforts et justement parce que l'opération est réversible. C'est-à-dire la ville peut être déclassée si on n'a pas assez d'efforts pour entretenir ce patrimoine. Chaque année donc, le classement peut être retiré par l'UNESCO. Une épée de Damoclès pour le délégué du ministère de la Culture et l'inspecteur des monuments historiques. Après avoir bataillé pour valoriser la ville, Abderrahim et Adam traquent désormais tout ce qui pourrait endommager la Médina. Là, ils ont commencé à faire des joints, gratter les ciments déjà établis auparavant. On voit de l'autre côté. Voilà, ici. Voilà. Ça donne un aspect de nouveau. Voilà. Et même au niveau, il est plus large. Normalement, comme il était fait auparavant, il est un petit peu moins épais. Vous faites le même travail quand vous vous rencontrez sur le terrain? Oui, chacun, lui, il représente l'inspection et moi, je représente la délégation, donc on a presque le même travail à faire. Donc normalement, on se rencontre chaque jour pour faire la tournée quotidienne au sein de la Médina pour voir ce que se passe et aussi pour contrôler un petit peu les chantiers qui sont en cours actuellement.
Chaque jour donc, les deux hommes arpentent la vieille ville. Normalement, tout chantier doit être déclaré et soumis à une autorisation de la commission de voirie. Mais les surprises ne sont pas rares au détour des rues. Cette boutique était fermée hier encore. Les ouvriers n'ont rien demandé à personne et ne semblent pas s'en formaliser. Vous n'étiez pas prévenu du chantier? Le commanditaire des travaux va devoir déposer sa demande a posteriori et peut-être arrêter son chantier. Ce que surveillent particulièrement Adam et Abderrahim, c'est l'emploi de matériaux traditionnels et la hauteur des constructions qui ne doit pas excéder 14 mètres. Certains projets immobiliers sont loin d'être conformes. Et dites-moi, monsieur Bertha, le chantier qu'on voit là, c'est très conforme avec l'idée qu'on se fait du patrimoine? Non, malheureusement, non. Là, elle est construite avec des matériaux qui sont modernes, le béton armé. Et en même temps, la hauteur, on voit que ça va dépasser les 14 mètres. Mais heureusement, le chantier actuellement, il est arrêté, en attendant de trouver une solution. Pour être toléré, ce bâtiment ne devrait utiliser ni parpaing, ni béton, et surtout pas s'adosser aux remparts. Le plus difficile à contrôler, ce sont encore les chantiers des particuliers. Depuis la rue, rien n'indique les destructions ou les transformations, si ce n'est parfois un sac de ciment ou une porte close. C'est Mohamed. L'inspecteur des monuments historiques est passé plusieurs fois par cette impasse. Il soupçonne un chantier dans cette maison. Les habitants restent sourds aux appels, ce qui renforce les doutes. La maison est bien habitée, les enfants le confirment. Alors là, ils ne veulent pas ouvrir parce qu'ils font des travaux sans avoir d'autorisation. Un coup d'œil par la boîte aux lettres donne une idée des dégâts. Nos enquêteurs vont alors demander à la maison voisine d'accéder à la terrasse afin de constater ou non les travaux clandestins. Il faut argumenter longuement, mais enfin, la voie est libre. Trois étages plus haut, la vue est imprenable sur les gravats. Des céramiques arrachées, des enduits de ciment et un chantier visiblement déjà bien avancé. Là maintenant, on va écrire aux autorités locales pour qu'elles interviennent très vite en arrêtant le chantier, jusqu'à ce que le propriétaire prépare un dossier avec architecte, plan. Si les choses qui ont été faites ne sont pas faites dans les normes, elle va tout refaire. Hein. Donc, et c'est vraiment une atteinte au patrimoine de la Médina. C'est comme ça qu'on participe à dénaturer et défigurer le patrimoine architectural de la Médina. Ils ne sont que 2 enquêteurs de terrain pour toute la Médina. Vu des toits, on mesure mieux l'étendue de la tâche. La Médina couvre une 30aine d'hectares, extrêmement dense. Pour finir, nos guides nous conduisent sur un chantier dûment déclaré, celui-là. Celui d'un futur hôtel en cours de restauration. Dès la porte, Adam note le bon état de la pierre. Bonjour monsieur, l'inspecteur des monuments historiques, le délégué de la culture. On va faire une visite de routine d'inspection. Il y a un peu un chantier, mais allez-y. Bonjour. Bonjour. Philippe et Nathalie sont français, comme beaucoup d'investisseurs à Essaouira. Pour eux, toute la valeur de la maison réside dans les matériaux traditionnels, pittoresques. Sol de terre cuite, murs de chaux, plafond de bois. Bon, alors là, c'est le premier étage, donc. L'avantage de cette maison, c'est qu'on peut faire le tour du patio. Et ça, c'est pas fréquent quand même. Hein? L'ensemble était vétuste, mais en très bon état. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui étaient intéressantes. Enfin, moi, en tout cas, que je trouve intéressantes, comme ce panneau. Là, il y avait pas mal de décorations qui étaient déjà là.
Combien ça vous a coûté? Pour une maison qui fait 230 mètres carrés au sol, donc sur 2,5 niveaux, on va dire, à la terrasse, en travaux, on en a pour 530 000 dirhams. L'équivalent d'à peu près 350 000 francs. Ce qui est quand même... Parce qu'il y a une grosse somme pour une grosse somme pour un Marocain. C'est sûr. Et bon, par contre, c'est assez dérisoire par rapport au prix qu'on connaît en France. Et le prix de la maison au début? Vous voulez vraiment tout savoir, hein? 1 million de francs. Vous pensez que les Marocains, les habitants de la Médina, ils ont la même sensibilité que vous? Je pense qu'il faut éduquer. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, en tout cas, ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que les Marocains, ils ont plutôt envie d'aller dans la nouvelle ville pour accéder à un confort complètement différent. Parce qu'on voit toujours le côté matériel. Hein. Bien sûr, non mais ça, oui. C'est ça, mais je pense que les Marocains, les Souairiens sont conscients qu'il faut sauvegarder ce patrimoine. Le seul problème, c'est que malheureusement, il y a énormément de maisons de la Médina. Pour accéder à un confort, on va dire, sanitaire, les installations sont très lourdes. Voilà. Et je pense qu'il y a un gros problème de moyens, quoi. Sur les 80 000 habitants d'Essaouira, plus de 30 000 vivent dans la Médina. Des habitants qui vendent donc de plus en plus leurs maisons sans confort, encouragés par l'engouement que suscite leur ville. Les agences immobilières comme celle-ci se sont multipliées. Abdel Fattah Mazouz est le gérant de l'une d'entre elles. Celle-là, c'est à rue d'Agadir, c'est une petite maison traditionnelle. Là où il y a un premier étage, deuxième étage, mais il faut le rénover bien sûr. Il n'y a pas ni l'eau ni l'électricité. Les prix des maisons à rénover vont ici de 500 000 à 700 000 dirhams, soit 50 000 à 70 000 euros. À l'extérieur, avec ce prix-là, il peut trouver une maison qui est complète, 2 étages. Il y a les salles de bain, il y a 3 pièces, 4 pièces, avec un prix qui est raisonnable à l'extérieur. Par contre, ici dans le Médina, les prix que vous voyez sont un peu chers par rapport... c'est pourquoi ils ne l'achètent pas ici. C'est pourquoi ce sont les étrangers qui achètent aussi. Oui, c'est pourquoi, oui. Abdel Fattah nous propose alors d'aller visiter une de ces occasions. Un peu à l'écart des principales rues commerçantes de la Médina, après plusieurs rues étroites, tout au fond d'une impasse, une des dernières maisons à vendre du quartier. Comme nous avait prévenu l'agent immobilier, celle-ci aussi appelle beaucoup de travaux. Cette maison, c'est une petite maison traditionnelle, là où il y a un petit puits sur le mur, comme vous voyez. Il y a des plafonds en bois, il y a le premier étage et puis il y a la terrasse. 2 pièces par niveau, une installation électrique à refaire. La maison est modeste, mais la relance du marché immobilier donne à ces murs une nouvelle valeur. Le prix, c'est entre 500 et 600 000 dirhams. Et il y a 5 ans, elle valait combien? Il y a 5 ans avant, je crois que 40 000 dirhams, 40 000, 50 000 dirhams. Donc le prix a été multiplié par 10. Par 10, oui. 50 000 euros aujourd'hui, une somme qui pèse dans le choix de garder ou de vendre un bien immobilier. À l'autre bout de la Médina, battu par la mer, le quartier de la Mela. C'est le quartier le plus menacé. Les vents y sont permanents, l'humidité constante. Abderrahim ne peut que constater les dégâts de l'érosion. Du haut de la muraille, il regarde toujours la marée montante avec une certaine inquiétude. Les vagues rongent les remparts inexorablement. L'ancien quartier juif a été délaissé par ses propriétaires et les maisons tombent en ruine. Les plus pauvres continuent pourtant d'y vivre en dépit du danger. Une maison s'est même effondrée au milieu de la rue. Il faut désormais escalader les gravats pour passer son chemin. Le quartier Mela, c'est le quartier le plus dense de la Médina. Donc ça, c'est l'un des problèmes de sa dégradation, en plus de l'accident de la mer. Donc quelle solution pour ce quartier maintenant il faut? Voilà, dernièrement, il y a presque une année, tous les travaux sont arrêtés. Il n'y a pas de construction, de restauration et tout ça. Donc en attendant d'une étude qui est en train de se faire pour trouver une solution globale à tout le quartier. Bien sûr, tout en préservant le cachet traditionnel architectural de la Médina et surtout de ce quartier. Le délégué à la culture espère que le classement d'Essaouira au patrimoine mondial attirera les experts du monde entier à son chevet.
Le classement de la Médina profite à toute la province d'Essaouira. Nous franchissons les remparts et retrouvons la circulation automobile interdite à l'intérieur des murs. Chaque semaine, Khadija trouve une voiture pour aller à son travail. Dès la sortie de la ville, l'arganier s'impose comme l'arbre roi. Il ne pousse qu'ici et produit une huile réputée pour ses vertus diététiques et cosmétologiques. Voilà, un qui est géant. Voilà. Depuis 1998, l'arganeraie d'Essaouira est reconnue par l'UNESCO réserve pour la biosphère. C'est toute une région qui vit de cette économie-là. C'est une source de vie pour toutes les tribus qui entourent la ville d'Essaouira. C'est très important. Il y en a des familles qui ne vivent que de ça. Nous arrivons bientôt à Tamanar, capitale de l'arganier. Khadija travaille ici, dans la première coopérative féminine du Maroc. Elle en est la directrice. Cette huile, connue depuis des siècles, vaut aujourd'hui de l'or, surtout depuis que sa production s'organise. Ça sent la noisette. Alors, salam alaikum. Allons-y, s'il vous plaît. Vous pouvez entrer, que je puisse vous expliquer. Quand les visiteurs s'arrêtent, Khadija est fière de montrer le savoir-faire ancestral des femmes berbères. Je vous présente nos membres de la coopérative, 47 femmes. Voilà. Beaucoup sont célibataires, veuves ou divorcées, parfois chefs de famille. Ici, leur travail domestique a été élevé au rang de métier à part entière. Les femmes, elles récupèrent le noyau et le concassent de cette façon-là. Vous voyez, on n'a pas mécanisé le concassage, même s'il occupe 75% de temps d'extraction. Parce que le but de la coopérative, c'est avoir plus de femmes qui travaillent et qui gagnent de l'argent. Le classement d'Essaouira, ça va vous amener de la prospérité? Oui, bien sûr, ça va être beaucoup de touristes, beaucoup de visites, beaucoup de ventes. Voilà. Beaucoup d'argent. Et beaucoup d'argent. C'est toujours, notre but, c'est pas de l'argent tout simplement, mais c'est pour le sauvegarde de l'arganie, valorisation de produits et puis l'amélioration de la situation socio-économique de la femme rurale. Nous sommes samedi, c'est précisément le jour de cours à Tamanar. Les visiteurs sont invités à découvrir un autre domaine où la coopérative intervient. Deux heures par semaine, le professeur Charouf fait cours bénévolement. La plupart de ces femmes ne savent ni lire ni écrire. D'ici peu, elles pourront remplir des papiers et tenir des comptes. Retour à la Médina d'Essaouira. Il est 16h, l'heure à laquelle Youssef se met en chasse. La place est comme une scène de théâtre entourée de ses spectateurs. Une réunion quotidienne des habitants de la Médina et pour le photographe, une vraie galerie de portraits. Qu'est-ce qui se passe là, Youssef? Ça, c'est un souk de vente aux enchères. Les gens apportent des objets, des vêtements. On peut tout acheter, tout vendre ici. Exactement, oui. Et puis, ils donnent ça à le crieur, puis le crieur il commence à faire un petit tour avec l'objet. Et chacun donne son prix. Et les gens qui viennent, presque tous les gens, quoi. Les riches, les pauvres. Moi, je cherche un visage qui, quand tu regardes le visage, tu lis beaucoup de choses. Tu lis, par exemple, la vie, la terre, beaucoup de choses, quoi. Youssef est né à Essaouira. C'est sa propre histoire qu'il photographie à travers la vieille ville. Conseils de sages ou femmes en habits traditionnels, les photos de Youssef sont un album de famille. La grande famille des Souiri, les habitants d'Essaouira. La lumière baisse, il faut presser le pas. Youssef termine souvent sa balade ici.
Depuis 200 ans qu'il a été fondé, le port d'Essaouira reste l'âme de la ville. C'est un bon terrain de chasse, le port? Oui, c'est vraiment, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses à filmer ici. Quand je rentre ici au port, je sors minimum avec 2-3 pellicules. C'est l'heure où les hommes sont rentrés de la pêche et prennent quelques repos. L'heure des derniers travaux, dans l'or du soir. Youssef prépare sa première exposition pour la mi-avril sur le thème d'Essaouira, l'ensorceleuse. Aux premières heures du soir, les ruelles de la Médina grouillent toujours de monde. Nous avons rendez-vous avec un des artistes les plus renommés d'Essaouira. Omar El Hayat est un musicien qui se produit dans le monde entier. Mais c'est un artisan que nous rencontrons dans les 6 mètres carrés de son atelier. Vous avez toujours cet atelier alors que vous êtes un artiste célèbre dans le monde entier maintenant? Moi, j'ai besoin de travailler. C'est ça que j'aime. Pour composer ma musique, la musique Gnawa, j'ai besoin de créer moi-même mon gambri. Mais s'il y a des personnes intéressées par cet instrument de musique, pas de problème. Je peux leur en faire un aussi. Le gambri est ici en acajou incrusté de citronnier. Les Gnawa sont les descendants d'esclaves noirs. Ils forment une confrérie spirituelle et tiennent leur festival en juin, un festival réputé bien au-delà des frontières. Tout en travaillant, Omar compose. Des chants mystiques ou religieux, lancinants, parfois jusqu'à la transe. Depuis le XVIIIe siècle, l'enchantement demeure. Essaouira est aujourd'hui patrimoine mondial. Pour que la magie opère encore longtemps et pour que chacun de nous soit aussi gardien de ce trésor. Voilà, c'était Essaouira l'ensorceleuse, un reportage signé Isabelle Thomas et Guy Sabin. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous retrouverez toutes les informations concernant les sujets traités ce soir sur Internet et sur le Minitel de France 3. Nous étions en direct réalisé par Jean-Luc Orabona, grâce aux moyens techniques de France 3 Productions Lyon, et avec Patrick Charles, Isabelle Richard, ainsi que toute l'équipe technique et rédactionnelle du magazine. Eh bien, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je vous emmènerai en Italie, à Florence, pour une émission spéciale. Nous serons au Palazzo Vecchio, une émission à ne pas manquer, une émission donc exceptionnelle pour le 81e numéro des Racines et des Ailes. Tout de suite, Soir 3, et bonne fin de soirée sur France 3, bien sûr. Au revoir. C'était